Alors, le cycle biogéochimique du carbone. Il existe différents réservoirs de carbone. Un réservoir de carbone est défini par sa nature, sa localisation et la masse de son contenu. On va distinguer différents réservoirs superficiels de carbone. L'atmosphère, la biomasse, qu'elle soit continentale ou océanique, et les sols, par exemple. Tous ces réservoirs échangent du dioxyde de carbone. Ils sont donc quantifiés par des flux. Ces flux se mesurent en tonnes de carbone par an ou en gigatonnes. Alors attention sur ce schéma-là, toutes les valeurs ne sont pas à connaître. Vous n'avez pas à savoir que l'atmosphère, c'est un réservoir de 720 gigatonnes de carbone. C'est juste pour vous donner une idée de l'importance quantitative des différents réservoirs. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone qui va être dans les réservoirs sédimentaires, plus que dans l'atmosphère par exemple. Le cycle du carbone est dit équilibré, c'est-à-dire que la quantité de dioxyde de carbone est constante lorsque les flux, c'est-à-dire que les entrées et les sorties de carbone entre les différents réservoirs sont équilibrés. Par exemple, on voit que le dioxyde de carbone qui est rejeté vers l'atmosphère par la biomasse continentale est équivalente à l'entrée de carbone par la biomasse continentale. L'ensemble de ce cycle forme donc le cycle du carbone et il est équilibré. Le dioxyde de carbone va permettre la formation de roches carbonées, comme le charbon ou le pétrole. Ce sont des roches carbonées donc, qui appartiennent au domaine de la lithosphère et qui sont riches en éléments carbone. Si on regarde des fossiles de charbon, on peut remarquer qu'il existe des traces d'organismes vivants comme Pecopteris ou Sigillaria. Ce sont des organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles vont prélever du dioxyde de carbone, prélever de l'eau et former du sucre et relâcher du dioxygène. Ainsi, les roches carbonées sont issues de la matière organique des êtres vivants, donc qui s'est constituée à partir de ce carbone, de ce dioxyde de carbone, et qui a été enfouie, fossilisée. Alors pour que la matière organique soit préservée, il faut qu'elle soit enfouie rapidement, sous de grandes quantités de sédiments, et dans un milieu qui est pauvre en dioxygène, puisque si le milieu est riche en dioxygène, la matière organique va être décomposée, elle va être détruite. Quand il y a cet enfouissement rapide en l'absence de dioxygène, on va avoir à peu près moins d'1% de la biomasse des êtres vivants qui va ainsi être préservée et transformée en roches carbonées, donc riches en carbone, telles que le charbon et le pétrole. La combustion des roches carbonées par les activités humaines, c'est-à-dire l'utilisation du charbon et du pétrole pour les transports, automobiles, le bateau, pour se chauffer, pour l'électricité, qu'elle soit à usage domestique et industriel, va relâcher ce carbone qui était emprisonné dans ce réservoir au niveau de l'atmosphère. Donc à ce cycle du carbone, il faut rajouter les activités humaines qui, par l'utilisation des roches carbonées, vont relâcher dans l'atmosphère du dioxyde de carbone. Ainsi, il va y avoir un déséquilibre dans ce cycle et au niveau du réservoir atmosphérique, une plus grande quantité de dioxyde de carbone qui va rentrer que ce qui ne va en sortir. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que les combustibles fossiles, tels que le charbon et le pétrole, se sont formés à partir de la matière organique des êtres vivants il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ce qui fait que leur utilisation actuelle ne permet pas un renouvellement rapide des stocks. C'est pour ça que l'on dit que le charbon et le pétrole sont des énergies fossiles non renouvelables.